Merci à toutes et tous d'être venus ce matin. On va se parler un peu des réseaux sociaux, comprendre un peu qu'est-ce qui a bougé ces derniers temps, comprendre aussi qu'est-ce qui va bouger dans le futur. Concrètement, plusieurs tendances qui se dessinent. On va l'aborder au travers de 5 thématiques. Je travaille en tant que planeur stratégique pour le Hub Institute avec Emmanuel Vivier, Vincent Ducré et Lauréane Aumône, Maëlys Rio aussi également sur tous les sujets de tendance, d'innovation. Sur les verticales que traite le Hub Institute. Ce matin, on va aborder ces 5 thématiques ensemble. Il y a beaucoup de contenu. On va essayer d'aller vite et on va essayer de vous fournir toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez les réutiliser pour vos entreprises. Mais avant tout, je vais vous présenter un cas qui est ultra intéressant, qui a été géré par l'agence de création Buzzman et qui en fait montre comment aujourd'hui une marque donc qui est Burger King arrive sur un réseau social comme TikTok et recrute des followers très rapidement alors qu'elle n'avait pas de communauté à la base. This is the story of how Burger King became the most noticeable account on French TikTok by changing the most unnoticeable thing in the world, its general terms and conditions. You know, the long caption absolutely nobody ever reads. Well, we hid something in there. Anyone who's followed by Burger King on TikTok gets a free Whopper. And as intended, nobody noticed it. Until we followed one single account, Mazdak, the French expert on commercial loopholes, followed by 2.8 million people. Because yes, on TikTok, you can be very big on a very small subject. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à Mazdak. Je suis abonné à Mazdak. And that's when people started to notice something was cooking. Mazdak investigated, found, and then revealed our offer in a video. Eh bien, en vertu des conditions générales de vente sur le site de Burger King, il est indiqué que toute personne qui est abonnée et suivie par le compte TikTok de Burger King a le droit à une offre. It immediately turned our follow into the most wanted currency on TikTok, and people would do anything to get it. Some redesigned our logo. Others liked our 2,300 posts. We had DJs at our drive-thru, and crowned cars too. A guy even gave a concert in one of our restaurants. Basically, for 10 days, you couldn't open TikTok without noticing the operation. And when you look at our stats, you can see how crazy it was. More than 20 million views and 100,000 followers. By only changing one line in our GTC, we made the most engaging campaign on European TikTok this year, reaching 78% of the French TikTok users. And while brands spend millions to get noticed on TikTok, we spent zero. Quite noticeable, don't you think? Burger King. Voilà, ce qui était intéressant avec ce cas, c'est que finalement, ils sont arrivés sur le réseau social TikTok avec 0 follower. Ils ont mis en place une campagne pour faire en sorte de faire gagner un burger aux nouveaux abonnés auxquels ils seraient affiliés par le fait de les follow. Du coup, ça fait qu'il y a plein d'utilisateurs de TikTok qui ont essayé de créer des contenus sympas à ce sujet. Et en fait, ça a créé une campagne exponentielle autour de ce sujet de promotion. Concrètement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en fait, un peu comme l'année dernière, Meta reste un peu le mastodonte sur le secteur, que ce soit avec Facebook, WhatsApp, Instagram. Ça fait partie des réseaux sociaux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Il y a une autre information qui est assez clé aussi en 2024, c'est le fait que Médiamétrie a recensé il n'y a pas longtemps le fait que YouTube en fait était devenu la nouvelle télé. Finalement, en fait, il génère plus d'audience que la télévision. Pour un média social, notamment de cette génération, c'est assez impactant. En France, plus concrètement, également, Meta reste le mastodonte sur le secteur de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais un autre élément qui est aussi intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le top 3, donc c'est rester en contact, l'ennui. Je pense que vous comme moi, il y a très peu de personnes qui, dans le métro ou dans les arrêts de bus ou dans les moments où ils attendent, vont pas sortir leur smartphone et potentiellement aller sur leurs réseaux sociaux. C'est un facteur qui est assez important, mais aussi pour lire des histoires et comprendre un peu mieux comment le monde fonctionne autour de nous. Meta reste un mastodonte, mais il faut pas oublier qu'aussi le temps passé aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, est en train d'exploser. L'année dernière, c'était déjà le cas. Aujourd'hui, ça se renforce encore.
Pour celles et ceux qui voudront récupérer la présentation, je vous invite à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je vous enverrai toutes les informations et la presse. Pas de souci, c'est juste qu'on va aller assez vite sur certaines slides si vous n'avez pas le temps de prendre en photo. Concrètement, en termes d'habitude de consommation, de temps passé sur les réseaux sociaux aussi, on voit très nettement que c'est la génération Z qui passe le plus de temps sur les réseaux sociaux, même si la Gen Alpha tend à y passer beaucoup plus de temps, mais sur les chiffres qui sont sur cette slide, on dit jusqu'à 4 heures, parce que c'est une projection aussi, parce qu'il n'y a pas énormément de données aujourd'hui qui sont fournies sur la génération Alpha au vu de l'âge qu'ils ont, et de la plupart des instituts d'études aussi qui peuvent pas forcément générer de la data dessus. Si concrètement on devait résumer entre hommes et femmes, ça c'est We Are Social qui en parle, en fait les femmes privilégient Instagram et les hommes WhatsApp de manière brève. Et là pareil, je vous enverrai la présentation, mais en gros ce qu'il faut retenir sur les générations, c'est que donc on a une génération baby boomers qui eux sont actifs sur les réseaux sociaux malgré les idées reçues. La génération X s'informe différemment par rapport aux autres générations. Pour ce qui concerne les millennials, en fait, c'est une génération qu'on considère comme paradoxale parce que c'est les premières à pointer du doigt les côtés néfastes des réseaux sociaux, mais c'est aussi les premiers en fait qui vont y aller pour justement être en quête de lien social. Pour ce qui est de la génération Z, c'est une génération qu'on considère comme engagée. Elle va beaucoup aller sur les réseaux sociaux pour aller découvrir des communautés, découvrir des sujets et aussi parler politique. Et pour ce qui concerne la génération Alpha, on parle d'une génération en avance parce que au final ils sont nés dans un bain en fait de médias sociaux qui fait que aujourd'hui ils seront plus aptes que les autres générations en fait à aller plus loin dans cette technologie. Et il y a un événement aussi, un facteur qui est assez important quand on parle du futur des réseaux sociaux, c'est aussi cette notion de social commerce, de voir comment les marques investissent les réseaux sociaux à l'heure où il y a de plus en plus de produits, il y a de plus en plus d'offres de promotion aussi qui sont mises en place par les marques. Et on le voit aussi notamment avec des tendances, celles des projections de la valeur des ventes pour le commerce social pour 2030 qui est assez exponentielle. On le voit aussi au Cannes Lions avec des marques en fait qui vont investir de plus en plus la sphère sociale. C'est un gros sujet en ce moment. Et il y a un autre phénomène aussi qui est le fait que la plupart des réseaux sociaux vont finalement se transformer en espèce de marketplace avec la plupart des réseaux sociaux qui développent des boutiques sur leur plateforme. On le voit aussi avec un autre phénomène qui est le live shopping. Là, il y a pas longtemps, il y a un record qui a été battu, celui du nombre d'heures de live stream. C'est une influenceuse qui s'appelle Emily Sissi, qui est en live stream depuis 3 ans. Non-stop, enfin les gens sont fous quand même. On vit dans une époque qui est assez folle, notamment avec ce pilier-là qui est le live stream. La plupart des plateformes développent ce format-là aussi pour être plus proche de leur conso. On le voit avec Meta, Organic Live, YouTube. Beaucoup de plateformes l'utilisent. C'est une plateforme qui est assez engageante. On le voit aussi notamment avec l'user generated content, où là finalement les marques vont se rapprocher de leurs consommateurs pour créer du contenu qui est plus authentique. Voici 5 cas de marques qui en parlent. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup elles vont réussir à fédérer d'autres consommateurs pour créer des communautés et finalement potentiellement co-créer en fait des produits aussi. Et ça donne une image de marque beaucoup plus authentique aussi. Un autre phénomène qu'on a pu observer, que ce soit sur les salons professionnels comme le CES, Vivatech, JTEX Dubai ou aussi comme les Cannes Lions, c'est aussi la réalité augmentée dont on parle depuis un moment, mais il y a de plus en plus de hardware qui se développe sur ce sujet-là et du hardware qui est de plus en plus performant avec notamment Snapchat qui développe des lunettes, on a aussi Meta qui développe ses lunettes pour justement plonger le consommateur et l'utilisateur dans un espace beaucoup plus immersif et pas que sur les réseaux sociaux. En fait, ils veulent aller au-delà de ça aussi, plateformiser et virtualiser vraiment tous les contenus qu'on peut consommer sur le digital. Un autre phénomène aussi qui émerge et avec le fait qu'on scrolle beaucoup toute la journée, on est face à des milliers de contenus. Et de facto, en fait, le consommateur demain, en fait, il veut accéder à des produits de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide. Et ça fait que, en fait, ces plateformes-là
média social essaie de s'agiliser en fait en développant des contenus qui sont faciles d'accès et finalement qui ont un UX design qui est beaucoup plus développé qu'il y a quelques années. C'est aussi en ça qu'on voit que les règles du e-commerce sont chamboulées. On verra après, mais de plus en plus de personnes vont utiliser les réseaux sociaux pour chercher des produits. Un autre phénomène aussi qui émerge, dont on parle de manière assez conséquente, c'est donc l'IA générative, et de voir qu'en fait ces outils-là, les outils d'IA générative, permettent à des community managers de développer des campagnes beaucoup plus rapidement parce qu'en fait ils sont aidés par des Gemini, des ChatGPT et d'autres outils qui leur permettent de les aider dans la rédaction ou dans l'automatisation de leurs campagnes. Et il y avait un cas qui était assez intéressant, je trouve, c'est le cas de Social AI, donc c'est un nouveau réseau social qui a émergé il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce réseau social, c'est un réseau social avec des utilisateurs et utilisatrices fictives. En fait, la personne qui va utiliser le réseau social va pouvoir entrer en interaction avec plein de chatbots, de robots. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis, demain, une marque qui veut tester ses campagnes, elle peut aussi passer par là en se disant, OK, on va voir si notre campagne va faire un bad buzz ou si elle va générer de l'engagement de manière positive. Donc, c'était un réseau social que je trouvais intéressant en ce sens pour tester aussi des mots-clés, tester des approches et finalement être beaucoup plus engageante vis-à-vis du consommateur. Et tous ces changements sur les plateformes sociales, ça amène aussi une question pour les marques, les annonceurs, les entreprises. C'est cette question de l'omnicanalité. Finalement, comment on arrive à émerger dans un contexte où il y a de plus en plus de plateformes. Il faut réussir à adapter toutes ces campagnes et réussir à toucher les bons consommateurs au bon moment. Donc, que ce soit sur les points de contact, réussir à identifier vraiment quel média social il nous faut pour nos objectifs de campagne, réussir à comprendre aussi qui sont nos consommateurs grâce à des outils d'analyse comportementale, comprendre aussi comment on arrive à créer de la relation. C'est pas tout d'être sur un réseau social, il faut aussi voir comment on arrive à s'adresser aux utilisateurs qu'on vise. Et ça aussi, ça pose la question finalement de concrètement, si je communique sur LinkedIn, est-ce que je vais communiquer de la même manière sur Insta? C'est des questions qui se posent. Et il y a aussi le fait que via les réseaux sociaux, en fait, il y a de plus en plus de marques qui prennent la parole pour répondre à des incertitudes clients. Et ça aussi, c'est un vecteur d'engagement et de fidélité pour les consommateurs. Le fait de savoir que si demain on poste un message sur le compte ou qu'on identifie le compte d'une marque, si elle nous répond, potentiellement que la prochaine fois on ira peut-être plus facilement dans son magasin si on a un problème avec un des produits ou un service. Et tout ce phénomène-là du commerce social, ça amène aussi un autre phénomène qui est celui du shoppingtainment. Le shoppingtainment, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir commercer, mais en proposant aussi des contenus divertissants, d'amener un contexte de conversation qui fait partie du divertissement et qui en même temps va venir commercialiser des produits. On le voit notamment avec les chiffres, notamment la Chine qui est assez en avance sur le commerce social. Mais on le voit aussi avec des tendances qui est qu'en France, notamment, il y a des partenariats qui se nouent entre TikTok, le Festival de Cannes, et en fait ça, au travers de différents sujets, et des sujets en fait qui vont aussi intéresser les Français. Donc les films, bien sûr, mais on a aussi d'autres sphères culturelles comme la cuisine, le sport, les recommandations de sortie. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment une entertainmentisation du commerce social en termes de divertissement. Je pense que tout le monde connaît ce cas aussi. Et d'ailleurs, AirUp va prendre la parole dessus lors d'une masterclass cet après-midi. Donc, je vous invite vivement à y aller. Je pense que ça va être super intéressant. Ce qui était intéressant avec Kaizen et Inoxtag, c'était le fait justement de montrer que, en fait, il y a beaucoup de marques aussi qui se sont appropriées ce sujet, qui ont accompagné Inoxtag et qui ont gagné en visibilité sur son image de marque à lui. Et ça montre bien aussi que à l'heure où énormément de gens ont regardé son film, l'ont suivi sur les réseaux sociaux, qu'en fait les marques cherchent à aller vers le divertissement de plus en plus. Et on le voit aussi avec une marque qui a surperformé cette année sur les réseaux sociaux, qui est l'hypermarché Leclerc. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette vidéo en levant la main, savoir si... Ok, bon, il y a quand même... ouais, bon, je vous laisse revoir. Ce week-end, le poulet fermier rôti est à 8,90 € au lieu de 11,90 €.
Pardon, je voulais le couper avant, mais pardon. Désolé. Mais du coup, en fait, le sujet qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'humour, ça devient un sujet qui est omniprésent dans la volonté des marques de s'exprimer vis-à-vis des consommateurs. Et c'est le cas notamment avec les Cannes Lions qui ont intégré cette catégorie au sein de leur festival de la créativité. Mais il y a aussi cette notion d'entertainment qu'on retrouve dans une événementialisation des marques dans leur proposition de contenu, que ce soit avec Ikea qui crée des concerts et des expériences dans ses magasins en partenariat avec des artistes qui sont très connus. On l'a vu pendant les JO aussi, un événement qui était quand même ultra divertissant et qui a ramené énormément de personnes. Ça a été la montée de la Vasque aussi, donc on le voit en termes d'activation aussi. On le voit aussi sur du print ou sur le fait qu'il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent à de nouveaux médias. Quand on était au Cannes Lions, on a vu Pinterest notamment qui faisait une activation et qui montrait en fait plein de stands sur lesquels il y avait des designers, des influenceurs, et en fait les gens pouvaient riposter ce qu'ils avaient créé avec ces influenceurs sur leurs médias sociaux. Là, je trouvais que c'était une activation qui était assez intéressante et en fait tout ce contexte du shoppingtainment, ça amène aussi finalement une hybridation des formats de commercialisation. On le voit avec des Hot Ones, des McDonald's qui vont créer des formats divertissants pour vendre des sauces. On le voit avec les anniversaires des influenceurs et des influenceuses qui deviennent des événements RP qui sont assez fous et du coup c'est ultra médiatisé. On le voit avec le live streaming aussi qui explose avec des gros événements. Et on le voit aussi notamment avec le gaming. Le gaming aussi, qui intéresse les marques depuis déjà quelques années, et on voit de plus en plus de marques justement qui n'ont pas forcément d'affinité avec le gaming, donc les marques qu'on appelle non endémiques à ce secteur, qui viennent justement créer des moments de consommation dans le funnel utilisateur des jeux vidéo. On le voit avec KitKat par exemple, qui eux ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur plateforme de marque et leur slogan Have a break, et en fait ils le transforment en moment de consommation qu'ils arrivent à intégrer dans ce funnel-là auprès des utilisateurs pendant des live streams à des moments où il y a des pauses. Donc have a break, pause. Je vous fais pas un dessin, mais limite, en gros, c'est ce genre de choses qui performent aussi sur les médias sociaux. Et quand on parle de ces médias-là, on peut pas ne pas parler des communautés également. Dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Vraiment l'analyse des communautés, comprendre à qui on s'adresse. Au sein de ces communautés, identifier aussi une niche, parce que si on veut parler à tout le monde, au final, on parle à personne. Dans un troisième temps aussi, essayer de développer des partenariats pour justement, une fois qu'on a identifié une niche, voir comment on peut essayer de la faire grandir et créer des campagnes de plus en plus exponentielles. Travailler un branding aussi, parce qu'une fois qu'on a noué des partenariats, au final, on a envie que notre marque elle puisse rayonner, donc il faut aussi bien s'entourer lorsqu'on traite ces sujets-là. Adopter des stratégies médias qui sont efficaces. On le voit avec le cas d'Orange qui a été géré par l'agence créative Marcel. C'était un cas assez intéressant. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais devoir aller très vite. Et développer de l'engagement aussi. Et ça reprend un peu le même concept dont je parlais tout à l'heure. C'est celui de pouvoir co-créer aussi des produits, générer des idées avec une communauté. C'est un sujet qui amène beaucoup de valeur pour les entreprises. On parle aussi de search aussi. Aujourd'hui, la plupart de la génération Z va chercher ses produits directement sur les réseaux sociaux. Ils passent plus par Google. Il y a aussi le fait que chaque réseau social a ses propres algorithmes, notamment même sur Insta aussi, il y a un algorithme différent, que ce soit pour les stories, pour les réels, pour les posts. Ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants, qui sont aussi traités par Hotsuite. Et il y avait un cas aussi qui est celui de Puma, qui travaille aussi avec Google, et eux ce qu'ils font c'est grâce à l'IA générative, ils arrivent à adapter leur visuel en temps réel. Donc ça veut dire qu'avec la donnée du consommateur ou de la consommatrice, si demain je suis à la montagne, je regarde une publicité Puma avec des sneakers, en fait le paysage qu'il va avoir derrière la publicité, enfin derrière la sneakers, ça va être de la neige de la montagne. Donc on est face à des publicités qui sont de plus en plus adaptatives. C'est assez intéressant. Il y a aussi un nouveau phénomène, enfin un phénomène qui est pas si récent que ça, mais qui est l'économie des créateurs et le fait que les marques nouent des partenariats avec les influenceurs, les créateurs de contenu
pour générer des propositions de valeur qui sont plus intéressantes et plus engageantes. On le voit notamment avec Wallar Group qui, à Cannes Lions, nous montrait un peu son écosystème d'influence. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs studios où ils vont permettre de relier les bons influenceurs, les bons créateurs de contenu avec les marques. Ils organisent des événements et ils donnent des conseils à la fois aux créateurs de contenu, et les créateurs de contenu donnent aussi des conseils aux équipes en interne, aux marques. Et ça, c'est des sujets qui sont ultra intéressants parce que c'est fédérateur et ça permet de créer des campagnes plus intéressantes. On a aussi finalement ce fait que, et je l'ai passé le temps, désolé, 1 minute en plus, je suis désolé. Les consommateurs sont devenus des créateurs, des marketeurs et des concurrents parce qu'ils se professionnalisent de plus en plus, ils savent utiliser les outils. On voit qu'il y a l'émergence d'influenceurs virtuels aussi, ça était déjà présent l'année dernière, mais cette année on le voit avec Leila Kadra qui est une influenceuse virtuelle marocaine qui est assez intéressant. On le voit avec des outils comme l'IA générative aussi. Le text-to-text vient révolutionner tous les métiers du marketing et les réseaux sociaux n'y échappent pas. Et finalement, l'IA aussi émerge sur toutes les plateformes en termes de fonctionnalités. La plupart des plateformes vont venir intégrer de nouveaux outils IA au service des utilisateurs. Et il y a cette question aussi d'opportunités créativo-productivistes où il y a une question à se poser qui est: est-ce que demain les campagnes doivent être ultra générées à l'IA et du coup vont venir s'industrialiser, là où finalement avant on avait un système où on laissait un peu plus de part à la créativité humaine. C'est des questions qui se posent aussi au sein des agences. Et pour résumer cette conférence, finalement on voit qu'il y a des communautés qui sont de plus en plus engagées, que le social commerce ça devient un sujet qui est exponentiel au vu de toutes les tendances qu'on vient de voir, que peut-être potentiellement l'année prochaine on passera d'une ère du shoppingtainment à l'utility-tainment. Finalement, une fois que les consommateurs et consommatrices auront vu que ok, c'est divertissant, mais derrière qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment, ça répond vraiment à mon besoin, peut-être que ce sera ça la prochaine tendance l'année prochaine. Que ce soit avec le search aussi, tous les sujets d'IA vont venir booster ces campagnes. C'est des sujets qui vont rester intéressants pour les annonceurs. Et aussi de voir comment on arrive à fédérer des communautés et comment on arrive à créer du business entre agences, annonceurs et aussi créateurs et créatrices. Et tous ces sujets qui sont émergents, on voit aussi qu'ils sont impactés fortement par l'IA générative. Et c'est un sujet qu'on a abordé avec Emmanuel Vivier et Romain Dussard. On est allé directement à Dubaï ces derniers temps, et en toute sincérité, ça fait peur parce qu'à Dubaï, ils sont vraiment en avance sur le reste du monde sur les sujets d'IA. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on organise des Learning Expeditions pour les annonceurs, pour les décideurs et les équipes qui s'intéressent à tous ces sujets-là. Je vous laisse découvrir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai dépassé mon temps. Je suis désolé, Alexia, et à toute la team Event et aux prochains intervenants et intervenantes. Je reste dispo sur LinkedIn pour vous envoyer le rapport qui va sortir la semaine prochaine aussi. Vous pouvez le télécharger aussi sur le site en extrait. Et je vous laisse tranquille maintenant et je vous souhaite une très bonne journée et merci à vous.